mosaïque de forêts couvre de vastes parties de l'Inde. Dans le sud-ouest, on trouve ainsi l'une des plus grandes forêts de moussons de la planète. Dans cette région, marquée par les extrêmes saisonniers, la vie est chaque jour un combat. Nous voici dans la forêt de teck de l'Inde du Sud, au cœur de la saison sèche. Voilà 6 mois qu'il n'a pas plu. C'est le royaume du plus grand prédateur d'Asie, le tigre du Bengale. Cette tigresse sillonne chaque jour son immense territoire en quête de proie. Elle parcourt jusqu'à 20 km par jour. De loin en loin, elle marque les arbres de son urine à l'odeur âcre. Un avertissement pour les rivaux. Elle n'a rien mangé depuis plus d'1 semaine. Dans le feuillage clairsemé, les proies la repèrent plus facilement. Les chitales sont plus rapides qu'elle. Elle doit s'approcher au plus près, sans faire le moindre bruit. Les rayures de son pelage se fondent dans les hautes herbes, et elle progresse contre le vent pour tromper l'odorat très développé des cervidés. La voici indétectable. C'est un nouvel échec. Une énergie précieuse gaspillée en vain. Il fait près de 40 degrés. Et les tigres ne peuvent pas transpirer. Elle doit impérativement se rafraîchir. Son point d'eau préféré n'est pas complètement asséché. Elle peut encore s'y désaltérer. Et même s'y baigner. L'eau s'évapore au contact de son corps et dissipe ainsi la chaleur. À présent, c'est l'heure de la sieste. Un tigre passe jusqu'à 20 heures par jour à se reposer. Deux mangoustes assoiffés décident de tenter leur chance près du point d'eau.
l'aventure est périlleuse. La tigresse pourrait se réveiller à tout instant. Une fois reposée, elle repartira en chasse dans la forêt. L'Inde offre des paysages d'une immense variété, depuis les déserts jusqu'aux puissantes chaînes de montagnes. Mais c'est aussi un pays de forêts. Au total, elle couvre une surface grande comme la France. L'une des plus vastes forêts protégées se trouve au cœur de l'Inde du Sud. C'est la réserve de biosphère des Nilgiri. Elle est située à cheval sur 3 États et s'étend sur plus de 5000 km². On y retrouve plusieurs écosystèmes forestiers. Les hauteurs occidentales sont couvertes de forêts tropicales humides. Tandis que sur les plateaux de l'Est, les forêts de moussons dominent, avec des essences à feuillage caduc. Les forêts des Nilgiri abritent plus de 1000 espèces animales. Ce merveilleux sanctuaire est régi par de puissantes forces contraires. Ici, on passe du déluge de la mousson à l'aridité de la saison sèche. La pénurie d'eau saisonnière oblige le plus grand animal du sous-continent à migrer vers l'extrémité orientale des Nilgiri. Voici la matriarche de la Harde. C'est elle qui guide le petit clan familial. Sa destination, la Kabini. Une rivière qui s'écoule sur 240 km à travers l'Inde du Sud. Là, enfin, les éléphants de la réserve pourront étancher leur soif et manger à leur faim. Ils sont encore à une 50aine de kilomètres de là. Mais la matriarche connaît parfaitement le chemin. Ce savoir qui se transmet de génération en génération. C'est la première migration du plus jeune de ses petits, une femelle. Elle n'est pas encore complètement sevrée, et sa mère lui apprend à reconnaître les plantes comestibles. Quand elle aura fini de grandir, elle en mangera chaque jour plus de 140 kilos. Un éléphant adulte a besoin de 190 litres d'eau quotidien. Et il reste plusieurs jours de marche avant la rivière. Heureusement, la matriarche a prévu des étapes rafraîchissantes sur l'itinéraire. L'arrêt près de cette mare est le bienvenu. C'est l'occasion de refaire le plein d'énergie.
Mais ce long voyage est une rude épreuve pour la toute jeune femelle. Sa patte semble la faire souffrir. Sa mère tente de l'aider, mais il faut reprendre la route. Avec ou sans la petite. La harde poursuit sa marche à travers la forêt. La migration vers la Kabylie prend plus d'1 mois. Les éléphants émergent enfin de la forêt, juste devant la rivière. Ils ne sont pas seuls. D'autres hardes arrivent de toute la région. C'est l'une des plus grandes concentrations d'éléphants de l'Inde. Les petits font la connaissance de cousins éloignés et de nouveaux camarades de jeu. Et les adultes retrouvent de vieux amis. Mais pour l'une des voyageuses, l'épreuve a été trop difficile. Tout comme les humains, les éléphants connaissent le deuil. Dans les Nilgiris, la saison sèche est souvent synonyme de tragédie. Mais la matriarche a mené son clan à la rivière et lui a ainsi donné de meilleures chances de survie. Du moins, jusqu'à l'année prochaine. La sécheresse s'intensifie encore et l'eau se fait de plus en plus rare. C'est une période faste pour le crocodile des marais. Pour cette espèce, la saison sèche est aussi celle des amours. La stratégie de séduction du mâle comprend des vocalises accompagnées de bulles. Le charme a opéré. Il s'approche prudemment de sa belle. Il doit faire vite. Les rivaux sont partout. La rencontre fut brève, mais ces quelques secondes lui ont suffi. Dans 2 mois, la femelle pondra environ 25 œufs. Sa descendance est désormais assurée. À présent, il faut manger. La température monte encore. Et les proies se rassemblent toujours plus nombreuses autour des rares points d'eau qui subsistent. Le crocodile des marais perfectionne sa technique de chasse depuis 200 millions d'années.
il peut s'immerger complètement dans l'eau, ne laissant dépasser que les yeux. Son champ de vision très étendu lui permet de balayer le rivage du regard sans bouger la tête. Les chitals connaissent le danger, mais il leur faut boire. Le prédateur n'a rien à faire, à part attendre son heure. Cette fois, les cervidés ont eu de la chance. Les arbres des Nilgiri sont bien adaptés à la saison sèche. La plupart font tomber leur feuillage pour économiser l'eau. Mais certaines espèces gardent des feuilles fraîches toute l'année. Elles assurent ainsi la survie de nombreux animaux. Les entelles gris passent la moitié de leur vie dans la sécurité de la canopée. Ce jeune mâle peut se déplacer dans ces hauteurs sans craindre les prédateurs. Il est l'héritier d'une longue lignée de primates qui ont coévolué avec la forêt au cours des âges. Les entelles se nourrissent de feuilles et en tirent la majeure partie de l'eau dont ils ont besoin. Mais il y a quelque chose que les arbres ne fournissent pas: le sel. C'est un minéral indispensable au système nerveux. Il permet notamment aux jeunes entelles de conserver de bons réflexes. Il est difficile de trouver du sel dans la forêt. Mais la sécheresse a aussi de bons côtés. En s'évaporant, les mares de la forêt révèlent des étendues de boue salée. Elles ne sont qu'à 500 mètres de leur refuge au sommet des arbres. L'endroit rêvé pour un prédateur en embuscade. Mais au fil du temps, les entelles ont contracté une alliance avec les chitals. Les cervidés ont des sens très affûtés et sont toujours aux aguets. Rien, ou presque, ne peut échapper à leur vigilance commune. Pour l'instant, la voie est libre, il faut profiter de l'occasion. Au sol, les chitals surveillent leurs arrières. Avec leurs yeux sur les côtés de la tête, les cervidés ont un champ de vision plus large que celui des primates. Aucun signe de danger. Pour l'instant. Les entelles s'installent sur les rives de la mare asséchée et avalent de petits morceaux de boue.
Une gorgée d'eau leur permet ensuite de mieux assimiler le sel. À présent, les entelles peuvent s'accorder une pause. Le jeu est essentiel pour les petits. Il développe les compétences sociales et favorise les réflexes et la coordination. Mais toutes ces facéties attirent l'attention. Un léopard affamé a localisé la troupe de singes. Distraits par leur jeu, les entelles n'ont rien remarqué. Heureusement, les chitals restent vigilants. Il s'en est fallu de peu. Dans les Nilgiris, il est crucial d'avoir de bons alliés. La lutte pour la vie est le quotidien de tous les animaux de la forêt. Le camouflage est l'une des clés de la survie. Et voici un insecte qui maîtrise cet art à la perfection. Une mante violon errante, une cousine de la mante religieuse. Cette femelle cherche un bon point de vue. Elle doit se méfier de ses congénères. Quand la nourriture vient à manquer, ces mantes peuvent devenir cannibales. Mais ici, il y a suffisamment de mouches pour tout le monde. Le corps de la mante imite une brindille couverte de feuilles mortes qui se balance dans la brise. Elle est aussi équipée de redoutables armes de chasse. Des grands yeux à facettes pour cibler les proies. Et de puissantes pattes ravisseuses hérissées de pics. Mais son principal atout, c'est la patience. La jeune femelle ne maîtrise pas encore tout à fait l'art de la chasse. Mais elle n'abandonne pas. Elle a manqué sa cible à une fraction de seconde près. Cette fois, elle ajuste sa visée. Parfait. Un roulement de tonnerre annonce la métamorphose de la forêt. En Inde, toute vie est soumise à un puissant régime saisonnier, la mousson. Durant la mousson d'été, des vents chargés d'humidité soufflent en provenance du sud-ouest de l'océan Indien. Et partout, ils régénèrent la terre.
Dans certaines régions, il peut tomber jusqu'à 1 mètre de pluie en une seule journée. Et très vite, les étendues desséchées se couvrent de verre. Pour les animaux, c'est une période d'abondance. La forêt fait bon accueil aux nouveaux arrivants. Les cascades et les rivières grossissent et les territoires des prédateurs aquatiques gagnent du terrain. L'explosion de la végétation fournit de la nourriture aux milliers d'habitants de la forêt. Et les prédateurs profitent à leur tour de cette manne. Cette métamorphose est particulièrement spectaculaire dans les forêts tropicales d'altitude de l'ouest des Nilgiri. Ici, pendant des mois, c'est un déluge permanent. Des cours d'eau se forment partout dans la forêt. C'est le terrain de chasse idéal du plus grand serpent venimeux du monde. Le cobra royal. Il peut atteindre plus de 5 mètres de long. Ce mâle se sert de sa langue fourchue pour capter les odeurs apportées par la brise humide. Ces crochets sont chargés de neurotoxines. Une morsure suffit pour immobiliser un éléphant adulte. Pendant la mousson, il se nourrit principalement d'amphibiens. Trop tard, il faut changer de stratégie. Le cobra est un chasseur polyvalent. Dans la jungle, son territoire n'a pas de limite. Les arbres, en particulier, sont toujours pleins d'aubaines. Le calao bicorne, l'un des plus gros oiseaux de la forêt, quadrille un vaste territoire en quête de nourriture. Il vient de trouver ses fruits préférés. Et il est si absorbé qu'il n'a pas remarqué le danger qui approche en silence. Mais les veilleurs de la jungle sont en alerte. Pour l'effet de surprise, c'est raté. Le cobra échoue parfois, mais il n'en reste pas moins le prédateur roi de la forêt de mousson des Nilgiri. Dans l'est des Nilgiri, une famille est confrontée à un défi de taille. C'est une espèce rare, le seul canidé sauvage de la forêt indienne. Le dhole. Sa population est estimée à moins de 2500 individus. Ce mâle a une grande responsabilité.
Pendant la saison sèche, sa compagne a donné naissance à une portée de 12 petits. Seuls 6 d'entre eux ont survécu à cette période difficile. Ils n'ont que 5 mois, mais l'instinct de chasse se révèle déjà. Le jeu est un bon moyen de s'entraîner à la vie adulte. Ils ont trouvé les bois d'un chital. Un jouet fort apprécié. Et très disputé. Mais quand l'affaire dégénère, la mère intervient. Les petits sont sevrés depuis l'âge de 6 semaines. En quelques mois, leur poids a quadruplé. Ils ne cessent de quémander de la nourriture à leurs parents. Ils ont besoin de viande, de beaucoup de viande. Mais le couple ne peut chasser davantage. Pour survivre, les jeunes doivent vite apprendre cet art difficile. Pendant la mousson, un gros mammifère apparaît régulièrement dans les forêts des Nilgiri. Il n'a pas besoin de se faire discret. Ses proies n'ont pas d'oreilles et il n'a pas de prédateurs. L'ours Lipu ressemble à une grosse peluche. Mais cette femelle veille sur 2 petits et mieux vaut ne pas la défier. C'est une adversaire redoutable. Les ours Lipu peuvent peser près de 100 kg et mesurer 1,50 m. Et pourtant, ils se nourrissent de proies minuscules, des insectes. Quand les fruits ne sont pas encore mûrs, les termites et les fourmis constituent environ 80% de leur alimentation. Les oursons n'ont pas encore tout à fait identifié les denrées comestibles. Ils passent 14 heures par jour à sillonner la forêt en quête de nourriture. En chemin, leur fourrure hirsute se couvre de graines. C'est ainsi que cette petite famille est, sans le savoir, la jardinière de la forêt. Les ours dispersent les graines partout en chemin et contribuent ainsi au maintien de cet écosystème. Avec la mousson, les populations d'insectes explosent. Et les ours ne sont pas les seuls à profiter de cet apport en protéines. Mais la mère ours a flairé les insectes et rien ne pourra l'arrêter. Les singes savent qu'il vaut mieux lui laisser la place. La femelle ne perd pas une seconde.
Elle plonge ses longues griffes dans la termitière pour en extraire les insectes. La bouche de l'ours lipu est dépourvue d'incisives supérieures. Une adaptation qui lui permet d'aspirer très efficacement les termites. Il peut en avaler des milliers par jour et régule ainsi leur population. C'est une autre manière de contribuer à l'équilibre de la forêt. Les termites se nourrissent de bois, et certaines espèces ne se limitent pas au bois mort. D'autres insectes ont inventé des moyens ingénieux pour échapper aux prédateurs. Le tapis forestier des Nilgiri cache un maître du déguisement. Immobile, le phasme morose est complètement invisible, même en plein jour. Mais le soleil se couche. Il a faim et se met en devoir de chercher à manger. C'est un végétarien. Et avec les pluies, les arbres sont couverts de feuilles fraîches. Mais celles-ci sont malheureusement hors de sa portée. Et ce n'est pas tout. Ces mouvements ont attiré l'attention d'une grande prédatrice. La mygale ornementale indienne. Le phasme ferait un bon repas pour cet arachnide de plus de 15 cm de long. Mais il a plus d'un tour dans son sac. Le maître de l'illusion va simplement disparaître. Il est capable de faire le mort pendant des heures. Une simple branche perdue au milieu des feuilles. À la nuit tombée, le phasme s'est remis en chemin. Et sa ténacité est enfin récompensée. Retour à la tanière des dholes. Pour les petits, l'heure est décisive. Ce sera le premier jour de chasse. Le contact physique crée les liens de confiance. Un élément crucial quand on opère en meute. C'est parti. Le père prend la tête du cortège. Les dholes sont capables de s'attaquer à des proies bien plus grandes et bien plus lourdes qu'eux. Seul, il aurait eu bien du mal à tuer un chital. Mais en meute, avec l'appui des petits, il a toute sa chance. Pendant la mousson, la végétation luxuriante fournit une bonne couverture.
La tactique des dholes est simple, mais redoutablement efficace. Diviser pour régner. La meute se scinde en deux groupes. Mais comment coordonner l'attaque dans cette végétation luxuriante? Les dholes ont une arme secrète. Ils sifflent. Ces signaux aigus percent l'épais feuillage. Ils restent ainsi en contact permanent, même sans se voir. Ils sèment le chaos dans la harde. Les parents ciblent un retardataire. Les jeunes arrivent en renfort. Ensemble, ils immobilisent le cerf qui est aussitôt tué et dévoré. Chacun reçoit sa juste part. Cette partie de chasse signe l'entrée des jeunes dholes dans l'âge adulte. La coopération et l'audace sont les grands atouts de ces canidés. Ils font d'eux des prédateurs hors pair, les plus efficaces de cette extraordinaire forêt de moussons.